sur instruction du chef de l'État, autorité administrative, politique, chef de service déconcentré de l'État et autres partenaires autour du gouverneur de région ont passé en revue les actions du gouvernement, les investissements de l'État et la perception qu'ont les populations sur ces investissements de 2012 à 2014. Une conférence territoriale d'harmonisation qui a permis à l'exécutif régional de mettre le doigt sur les réalisations du gouvernement dans la région de Ziguinchor. Là, rien que le recensement, qu'on pourrait même dire non exhaustif, évalue les investissements publics à près de 270 milliards pour la période 2012-2014. Dans plusieurs secteurs, dont des secteurs vitaux. Il s'agit de l'hydraulique, rurale comme urbaine, avec la réalisation du deuxième plus grand château d'eau d'Afrique de l'Ouest, ici à Ziguinchor. Hydraulique rurale, avec la réalisation de plusieurs forages. L'assainissement, avec le projet initié par le ministère de l'Assainissement et conduit par l'ONAS. L'éducation, avec la réalisation de CM, de salles de classe. L'enseignement supérieur, avec l'extension de l'université Assane Seck. 13 projets au niveau de l'université Assane Seck et qui sont en cours. L'énergie, avec l'extension de la centrale de Boutout. Aujourd'hui, c'est une centrale dont la capacité a été multipliée par 2. Et dans quelques semaines, ce sera multiplié par 4, voire 6. Le désenclavement, aussi bien aérien que terrestre. Terrestre avec la réalisation de pistes, de routes goudronnées, la réhabilitation de la RN6, celle de la RN4, la réalisation de ponts, le pont de Katakalous, le pont de Ziguinchor. Désenclavement maritime, avec l'acquisition de 2 bateaux, tout neufs, la baisse du prix du billet qui passe de 10 000 à 5 000 francs, le dragage du fleuve, dragage et balisage. Et aujourd'hui, nous travaillons à rendre compétitif le port de Ziguinchor à travers son extension, mais également la réalisation du port de pêche de Boudoudi. Donc, c'est des réalisations concrètes. L'occasion a été aussi saisie par le gouverneur pour partager sur le niveau de réalisation des promesses du chef de l'État et de son gouvernement à l'issue du Conseil des ministres délocalisé. Le chef de l'État est venu avec son gouvernement, ici à Ziguinchor, tenir un Conseil des ministres. Il avait pris des engagements dans plusieurs secteurs, dans plusieurs domaines. Et l'estimation que nous avons faite de la réalisation de ces promesses, de ces engagements, tourne autour de 75 à 80% de réalisation. C'est dire donc que pour ce qui reste, soit c'est des projets qui sont en cours, qui ont démarré et qui ne sont pas encore achevés, ou alors des projets que nous ne maîtrisons pas. Par exemple, le pont sur le fleuve Gambie, ça nous ne maîtrisons pas. La voie de contournement également, nous ne maîtrisons pas parce que ça concerne plusieurs régions. Mais pour les projets propres à Ziguinchor, la plupart des projets sont soit réalisés à 100%, soit sont en cours de réalisation. Toutes choses qui participent à l'éclairage de la lanterne des populations qui semblent encore rester sur leur faim. Quant aux actes concrets attendus des promesses du gouvernement pour la santé économique et sociale dans la région sud. L'ANRAC, dans ses missions, se doit de jouer un rôle de chef d'orchestre afin qu'il y ait une belle symphonie de tout ce qui est en train de se faire ici en Casamance. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé d'accompagner en amont comme en aval tout ce qui est en train d'être fait à propos de ces conférences d'harmonisation. Parce que vous savez, la Casamance reçoit énormément de subventions, énormément d'aides, énormément d'appuis, énormément de fonds
pour reconstruire cette zone qui est en réalité assez déstructurée. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte qu'on ne sait pas qui fait quoi, où, quand, comment et avec quel partenaire et pour quelle cible. Or, pour rendre visible et lisible toutes les interventions des partenaires techniques et financiers et tous les efforts de l'État ici en Casamance, il nous faudra harmoniser tout cela. C'est pourquoi, avec les instructions du chef de l'État, nous nous sommes dit que l'ANDRAC ne doit pas être en reste, parce que ce qui est en train d'être fait devrait aujourd'hui être une très belle impulsion pour ce qui est aujourd'hui du développement territorial. La ville de Ziguinchor vient de se doter d'un nouveau centre multimédia. Ce joyau, estimé à 200 millions de nos francs, va permettre de connecter la ville au reste du monde. Ce projet, financé par le programme d'appui aux initiatives de solidarité pour le développement, va fournir des services informatiques et développer l'e-business et l'e-santé. Aujourd'hui, nous sommes passés pour échanger avec Michel le maire de la commune de Ziguinchor au sujet de la mise en œuvre de ce projet qui s'appelle Projet d'accès au TIC et qui vise à doter la commune de Ziguinchor d'un instrument extrêmement important relativement à tout ce qui est accès au TIC avec destiné à la formation des jeunes, à la formation également des adultes, à soutenir certains métiers tels que les autorités administratives, les élus locaux, les acteurs non gouvernementaux, bref, pour tous ceux qui ont besoin de formation, de renforcement de capacité, mais également essayer de développer des axes tels que ce qui est e-commerce. Le maire de la ville de Ziguinchor exprime toute sa satisfaction et invite les populations à faire bon usage de ce centre multimédia. Autour de ce centre aussi, il faudra que nous puissions bâtir un ensemble de coopération avec les universités, avec les hôpitaux, avec les chambres de commerce, bref, avec les associations de jeunes et surtout faire des tests pour que le centre soit exploité au maximum et les administrations bien entendu pour que le centre puisse être exploité au maximum. Il y a des salles de formation, il y a des salles de visioconférence, il y a d'autres activités qui peuvent être développées. Je pense qu'il faudra la synergie de tout le monde pour que ce centre-là puisse en tout cas être exploité au maximum. Et nous interpellons aussi les habitants de Périssac. Je pense que nous avons choisi d'amener ce centre-là ici, nous aurions pu l'amener ailleurs. Mais connaissant le dynamisme du quartier, l'accessibilité, le caractère central de ce quartier, nous l'avons implanté ici. Donc chacun des habitants de ce quartier sera interpellé pour la préservation de l'ouvrage. En attendant l'installation des équipements qui marquera la réception du centre, les autorités saluent cette belle initiative qui contribuera à former les jeunes au métier de l'avenir. Au lendemain des frappes aériennes contre une école en Syrie dans la province d'Idlib, la communauté internationale s'indigne et demande des comptes. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, exige une enquête immédiate et impartiale. L'ex-premier ministre britannique et envoyé spécial de l'ONU pour l'éducation, Gordon Brown, réclame une enquête de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre. Pour la Maison-Blanche, comme pour la France, le gouvernement syrien et la Russie sont responsables de ce drame. Qui est responsable? En tout cas, ce n'est pas l'opposition qui est responsable, parce que pour bombarder, il faut des avions. C'est soit les Syriens, le régime de Bachar el-Assad, soit les Russes. 22 enfants et 6 enseignants ont été tués dans ces bombardements selon l'UNICEF. La Russie nie toute implication. La Russie n'a rien à voir avec cette terrible tragédie, déclare la porte-parole de la diplomatie russe. Le ministère russe de la Défense affirme aussi qu'aucun avion russe n'opérait dans cette zone le mercredi 26 octobre. Le démantèlement de la jungle se poursuit à Calais, dans le nord de la France, avec désormais une préoccupation majeure pour les autorités, le sort des mineurs. L'ONG Save the Children, qui évalue leur nombre à plus d'1 millier, déplore que la démolition ait commencé alors qu'ils sont encore présents dans le camp. Il y a assurément des mineurs ici, affirme cette députée britannique. Faire l'autruche ne va pas faire disparaître les gens. Ils sont là. Je sais que les autorités françaises préféreraient le contraire, mais ils sont là.
Nous devons résoudre le problème et ne pas dire « ce n'est pas notre problème » et partir et laisser les organisations humanitaires résoudre la pagaille. Le centre d'accueil provisoire tout proche avec ses 1500 places dans des conteneurs chauffés est désormais réservé aux mineurs, mais il est déjà plein. La nuit précédente, certains ont dormi dehors. Jeudi soir, ces mineurs isolés ont été accueillis dans l'école, épargnés lors du démantèlement de la partie sud de la jungle l'hiver dernier. D'après les autorités françaises, 6000 migrants auraient quitté les lieux. C'est par son avocat que Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse du président Gbagbo, actuellement en détention à La Haye pour des présumés crimes contre l'humanité, a rejeté le projet de nouvelle constitution qui sera soumis au référendum ce dimanche en Côte d'Ivoire. Il appelle, et je cite, à un désert électoral, au score sans appel et à une abstention retentissante. Pour Blé Goudé, cette nouvelle constitution vise, et je cite, à imposer une monarchie naissante par la constitutionnalisation des arrangements au sein d'un groupement politique privé. Il ajoute par ailleurs que la suppression de la limite d'âge est une remise en cause du processus de rajeunissement de la classe politique. Pour le pouvoir politique ivoirien, par contre, cette nouvelle constitution qui, outre la création d'un Sénat et d'un poste de vice-président, limite le mandat présidentiel à 5 ans, renouvelable une fois, permettra de mettre fin à l'ivoirité, un concept jugé creux et discriminatoire créé par l'ex-président Henri Konan Bédié pour éloigner son adversaire d'alors du fauteuil présidentiel. Blé Goudé ne l'entend pas ainsi. Pour lui, le président Ouattara veut se servir de la loi fondamentale pour régler, je cite, son problème testamentaire entre ses héritiers et ses alliés politiques.